Nous sommes en train peut-être d'aller vers la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que nous y sommes ou bien ce sont déjà les prémices d'une Troisième Guerre mondiale qui est déjà lancée? La riposte de l'Iran vis-à-vis de son ennemi juré, Israël. Que sait-on au juste? Nous avons constaté qu'Israël a bombardé une ambassade de l'Iran en Syrie. C'était le 1er avril, dernièrement ici, il y a quelques jours. Aucun conseil de sécurité de l'ONU ne s'est réuni pour condamner la violation de la Convention de Vienne qu'a commis Israël. Le 13 avril hier, en réponse à l'acte commis par Israël, l'Iran a riposté en bombardant des cibles logistiques militaires et la plus sévèrement impactée a été justement la base militaire de Negev, ou Neguez, si je ne me trompe, au sud d'Israël. Et puis, comme à son habitude, tout d'un coup, immédiatement, qu'est-ce qu'on constate? Que l'ONU et toutes les instances occidentales qui sont réunies d'urgence, et souvent la nuit, hein, pour mettre en place des mesures, pour mettre en place, ou planifier en tout cas des actions afin de condamner l'Iran. Et c'est pour cela justement que je veux que, pour comprendre ce qui se passe, que nous pénétrions un peu vite dans le passé pour aller voir ce qui s'est passé dans le passé, pour comprendre ce qu'on est en train là de voir maintenant. Parce qu'il y a aussi manipulation, tellement de mensonges. Voilà pourquoi l'Occident, je qualifie l'Occident d'empire des mensonges. On va essayer de comprendre ce que nous sommes en train de vivre là. Et justement, crois-moi, la profondeur du passé va te faire crier des rages. La profondeur du passé va te faire dégoûter. Mais bon, on est là pour s'informer, se former, non? Ça fait partie des objectifs de cette chaîne. Si tu y tombes ici pour la première fois, sache qu'ici, on parle de business, entrepreneuriat, on parle de géopolitique, on parle des relations hommes et femmes, on parle, en fait, toutes, toutes les thématiques, en tout cas, qui vont justement te permettre de faire des choix judicieux dans la vie afin justement de vivre pleinement ta liberté. Parce que si tu n'as pas l'information, crois-moi, tu vivras toujours au dépens, tu vivras toujours à la botte ou bien tu vivras toujours au crochet des autres. Alors que si tu as la bonne information et que tu la mets en place, crois-moi, tu seras libre. Tu seras libre, personne ne peut venir t'enchaîner. La preuve, récemment, tu as vu le COVID-19. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà pourquoi je te demande deux choses. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo hebdomadaire que je sors, de temps en temps journalier, ça dépend du temps que j'ai. Et aussi d'aller dans la barre de description. Il y a toute une panoplie de thématiques qui passent. Ce sont des conseils qui vont vraiment t'aider à pouvoir perdre la graisse des ventres abdominales en passant aussi par des thématiques comme, voilà, euh, des thématiques comme apprendre à générer, c'est de l'éducation financière, apprendre à générer des revenus complémentaires. Donc, c'est des thématiques auxquelles tu vas t'informer et où tu seras mis où tu y es afin de pouvoir justement aller commencer à générer des revenus complémentaires à côté de ton travail. Tu as tout dans la barre de description. Donc, tu likes et puis tu laisses un commentaire et tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Si toi, tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Va dans la barre de description. Puis, on est là pour débattre en tant qu'adulte, on est civilisé. Donc, ce qui vient de se passer ici, la riposte de l'Iran sur Israël, bah, je trouve que c'est une escalade déjà qui a été provoquée par un ensemble d'actions de l'État hébreu, cette nation sioniste, depuis bientôt déjà plusieurs années. Ce n'est pas la première fois. Déjà, quand on remonte, quand nous remontons, quand on remonte déjà depuis
la guerre de, la guerre de Kippour, qui était le plus grand affrontement entre les forces israéliennes et les forces coalisées arabo-musulmanes. Israël avait carrément instauré un régime de terreur dans le Moyen-Orient, qui fait que chaque année, Israël mène des raids punitifs. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Des raids punitifs dans au moins trois des pays les plus actifs de la sous-région. Israël frappe souvent la Syrie sur sur les bases de Damas. L'année dernière, simplement l'année dernière, on a répertorié, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Al Jazeera qui a répertorié 100 attaques, je dis bien 100 attaques sur les territoires de la Syrie. Et ici, je ne te parle même pas de la violation sur l'espace territorial syrien au prétexte, hein, c'est toujours le prétexte, oh, oui, on veut assurer la sécurité d'Israël, donc de frapper sur le territoire de la Syrie les éléments des gardiens de la révolution, soi-disant, voilà, iranienne. Et je te parie, hein, même sans zéro, que dans un futur proche, Israël va encore lâcher des bombes sur le territoire syrien. Je te parie. Si tu n'es pas d'accord, on peut parier ça dans l'espace. Va dans l'espace commentaire, tu verras. Donc, sur le territoire iranien, Israël mène des frappes aériennes constantes. Chaque année, ce n'est pas nouveau. Il a été répertorié, comme je l'ai dit, par Al Jazeera, au moins, je dis au moins, hein, 5 frappes aériennes sur les territoires iraniens. Et je parle bien sur les territoires iraniens. Donc, Israël a l'habitude de frapper aussi sur les territoires du Liban. Et je ne te parle même pas de la Palestine qui est devenue complètement le champ d'expérimentation des bombes les plus puissantes d'Israël. Donc, cet État d'Israël s'est donc spécialisé dans la violation répétitive du droit international qui prône l'inviolabilité des territoires des États. Enfin, c'est ce qui est dit sur le papier, mais dans le fait, dans le concret, ce n'est pas le cas. Israël, au nom, soi-disant, de sa toute puissance technologique, déclare, hein, haut et fort, il s'en fout du droit international. On l'a vu ici récemment, lorsque le premier pays à avoir condamné, par exemple, l'action d'Israël sur la bande de Gaza, c'était l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'Israël a? Malgré que même l'ONU même était en désaccord avec. Mais qu'est-ce qu'Israël a dit? On s'en fout. That is exactly how we shall treat it. Eh bien voilà. Donc, ce qui compte, c'est sa seule volonté de juger seul ses actions en bien ou en mal. Et personne d'autre n'a le droit de lui dire, n'a le droit de lui dire quoi que ce soit. Tu ne peux pas contrarier sa volonté, tu ne peux pas contrarier ses émotions, tu ne peux pas, voilà, tu ne peux pas dire non là où Israël dit oui. Et tu ne peux pas dire oui là où Israël dit non. Voilà. C'est comme ça et le monde, c'est comme ça va le monde. C'est les Juifs qui dominent ce monde parce qu'ils ont la puissance technologique. Donc, et l'Iran, dans tout ça, qui a subi justement cette agression pendant des années, l'Iran est resté dans une posture d'impuissance. L'Iran a pris son mal à patience et s'est préparé pendant des années à se prémunir dans le cadre d'une vaste offensive étrangère, s'est doté aussi des armes défensives afin de protéger quoi? Sa population, son territoire. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est la réponse de l'Iran après toutes ces années de silence et d'humiliation. C'était un peuple qui était carrément humilié. Et quand tu regardes la réaction à Téhéran, à Bagdad, à Jéricho, une ville même de la Palestine, ou bien encore Beyrouth, les sauts de joie qui ont embrasé les rues, c'est comme si l'Iran avait gagné un tournoi de sport majeur, de boxe ou bien de football ou quoi que ce soit, et les populations étaient dans la rue pour célébrer la première grande frappe sur le territoire d'Israël. Et donc, pour rester concis, au fait, l'Iran agit en réponse à la provocation répétée d'Israël depuis toutes ces années. Et je te rappelle aussi que c'est un acte qui est garanti, n'oublie pas, par l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Oui, 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 je te l'ai dit bien. L'article 51
de la Charte des Nations Unies. J'ai très bien lu la charte avant de faire cette vidéo pour être sûr de ne pas raconter du n'importe quoi. Donc, à voir. Bon, il se peut que je me trompe, on ne sait jamais, mais tu me l'as dit dans l'espace commentaire. Donc, le clou de l'histoire ici, Israël, en début du mois, mène une frappe punitive contre les installations diplomatiques iraniennes en Syrie. Israël frappe l'ambassade d'Iran, qui est en fait la représentation diplomatique encadrée par la convention d'Autriche. Non, je voulais dire la convention de Vienne. Et quand tu sais ce que prévaut la convention de Vienne, eh bien, la convention de Vienne dit que les représentations diplomatiques sont inviolables. C'est-à-dire, même s'il y a guerre, en principe, tu n'as pas le droit d'entrer dans une représentation diplomatique. Tu dois respecter les diplomates. Il y a des règles pour faire la guerre, les amis. On ne se lève pas un beau matin et aller commencer à tuer n'importe quoi. Non, il y a des règles. La guerre, tu dois connaître des règles. Sinon, ah ben, tu risques d'avoir justement des procès comme des procès de Nuremberg, hein, procès qui a justement mis en accusation tous les experts et scientifiques qui ont contribué à l'armée nazie pendant la guerre. Bref, il y a tout ça. Donc, ceci dit, la guerre, ce n'est pas la barbarie, mais Israël, comme à son habitude, va jusqu'à tirer des missiles dans une ambassade de l'Iran en Syrie. Mais pourquoi en Occident, personne n'a crié au scandale? Observe toi-même les concerts des réactions émotives des Occidentaux. Tous les dirigeants occidentaux, malgré la violation d'Israël, disent supporter Israël et ses bêtises. Les chasseurs israéliens qui ont bombardé justement, les chasseurs israéliens par exemple qui ont bombardé par exemple l'ambassade ont été identifiés comme appartenant à l'armée israélienne. Ce sont des chasseurs F-16 qui ont frappé l'ambassade. Donc, pour les analystes, je dirais bien des médias des grands chemins occidentaux, waouh, ce qu'Israël a fait, c'est du waouh, magnifique. Ce qu'Israël a fait dans l'ambassade de l'Iran en Syrie, pour eux, ils considèrent ça comme une performance incroyable. Aucun narratif occidental n'a stipulé la violation des conventions de Genève, des conventions de Vienne. Donc, pour les médias des grands schémas occidentaux, les frappes d'Israël sur l'ambassade d'Iran prouvent qu'Israël maîtrise la domination technologique et militaire constante au sein du Moyen-Orient. Voilà comment est-ce que des papas et des mamans viennent sur des plateaux de télévision dire que waouh, même bon Dieu, vous avez vu ce qu'Israël a fait? Waouh! Non, Israël est fort. Il a réussi à repérer justement des ennemis dans l'ambassade d'Iran en Syrie. Il les a raclés, il les a donné un coup de clapet. Regardez, des papas et des mamans viennent dire ça sur des plateaux de télévision. Et ils vont même jusqu'à comparer la supériorité militaire des Israéliens face aux Iraniens en disant que l'Iran est un moustique face à Israël. Et ça, je te parle déjà de le 1er avril, lorsqu'Israël a bombardé l'ambassade d'Iran en, l'ambassade d'Iran en Syrie. Où est-ce qu'on va avec ces genres de mentalités? Le déni jusqu'à l'os. Ce qui compte pour l'Occident, c'est, ben voilà, ce que nous décidons en bien ou en mal, tant que nous considérons c'est bien, donc c'est bien. Si toi, tu n'es pas d'accord, ben tant pis pour toi. Voilà. Moi, ça me rappelle la philosophie du darwinisme. C'est exactement ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, voilà ce qu'est le narratif occidental. Et hier, justement, hier le 13, pour une première fois, l'Iran s'est permis justement de donner une gifle à Israël pour le faire descendre de son piédestal. Maintenant, regardons maintenant un peu l'approche de l'Iran. L'Iran va utiliser 180 drones et 110 missiles. Et dans les 110 missiles, il y a 4 missiles de type Kebar-Shebar, entre Kebar-Shekan. En fait, la symbolique même de la logistique utilisée est importante. Et c'est pour cela que je voudrais que tu restes bien pour que tu puisses écouter. Tu verras que rien n'est fait au hasard. Il n'y a pas du hasard dans ces genres euh,
dans ce genre, d'escalade. Que veut dire comment on appelle ça, les missiles de type Kelbar, Keybar, Shekan? En fait, la symbolique aussi importante, parce que dans l'histoire, Keybar, Shebar, Shekan, en fait, c'est une ville, la ville de Keybar en Arabie Saoudite, qui est une oasis, donc était connue pour une bataille qui a justement opposé l'armée de Mahomet et les tribus juives. Donc la ville était vraiment, c'était une ville très riche, bien fortifiée et majoritairement peuplée des Juifs avant justement l'expédition. Les Juifs dans cette ville, ils pratiquaient justement l'artisanat, les commerces, en fournissant du capital financier aux intermédiaires arabes. Donc, la bataille s'est terminée en tout cas par la réédition des Juifs de Keiba qui ont ensuite été autorisés à rester dans la région, à condition bien sûr qu'ils donnent la moitié de leurs produits aux musulmans. Ils vont rester protégés dans la région avec le statut des himis. Donc, des himis, c'est un terme historique du droit musulman qui désigne justement les sujets non musulmans d'un État sous gouvernance musulmane. Ces sujets ont à la fois, c'est-à-dire un statut discriminatoire et protecteur, mais qui leur impose principalement de payer un impôt particulier appelé jizya. Peut-être mon arabe n'est pas bon, mais bon, tu comprendras. Et une loyauté envers l'État musulman. En échange, justement, l'État offrait essentiellement, justement, la protection de leur vie, leurs biens et la liberté de conserver leur propre religion. Donc, les dhimmis sont des non-musulmans vivant sous la protection d'un État islamique. Donc, après la mort de Mohammed et du premier calife Abou Bakr, les Juifs de Keiba ont continué à rester dans l'oasis pendant plusieurs années avec ces statuts privilégiés, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés par le deuxième calife Oumar. Et justement, c'est ce calife Oumar qui justement mena des raids, des expéditions, comment on appelle ça, en Afrique pour aller justement apprendre les sciences. Et c'est de là même pour toute la première fois le calife Omar qui partait supplier, je vais diverger, mais c'est très important, qui partait supplier les prêtres de l'empire égypto-nubien pour que ces prêtres leur apprennent la science, les textes sacrés du Nebuchadnezzar, les textes sacrés africains, hein, qui faisaient partie de la spiritualité africaine. Parce que comme tu le sais, le monde, toutes les sciences ont été découvertes, les sciences ont commencé en Afrique, parce que la spiritualité africaine, justement, c'est ça. C'est de la science, en fait, le respect de tout ce qui est vivant. Alors, du coup, même l'écriture, même le papier, tout ce que tu connais vient de l'empire égypto-nubien. Donc, ce prêtre calife Fouma est parti supplier le prêtre de traduire le texte sacré en arabe. Dès que le prêtre égyptien lui ont traduit le texte en arabe, il retourna comment on appelle ça, en Arabie Saoudite, et quelques mois plus tard, il vient avec sa troupe, son armée, pour pouvoir massacrer, brûler complètement la bibliothèque d'Alexandre. Imagine le calife Oumar. Et c'est de là, justement, en ayant le texte sacré, c'est de là, justement, que va commencer le périple pour toute la première fois de soi-disant l'islam. Et c'est un juif du côté d'Iran aussi, Iran ou Irak, qui pour la première fois écrira justement le livre qu'on appelle aujourd'hui Islam, soi-disant Islam. Enfin, comment ça s'appelle? Le livre, j'ai oublié le livre sacré. Il y a la Bible, oui, le Coran, voilà, le Coran. C'est un juif qui a écrit le Coran. Mais c'est le calife Omar. Dès qu'il a eu connaissance que les Grecs faisaient la promotion tout le temps de la connaissance, parce que les Grecs connaissaient que le savoir, la science et autres, c'était en Afrique. C'est pour cela qu'on appelait l'Afrique Kamite, le Kam, le peuple noir, le peuple à la peau noire, le peuple solaire. Ah, même Aristote, tous les anciens disaient, Thalès disait que c'était le peuple de Dieu. C'est là où se trouve. Ils venaient tous étudier là-bas. Les Grecs venaient étudier. Les Grecs, les Romains venaient étudier.
en Afrique. C'est seulement quand ils y retournaient, même l'empire, comment ça s'appelle, Babylone, ces empires venaient tous en Afrique étudier. Et une fois qu'ils avaient connaissance, ils avaient appris leur connaissance, qu'est-ce qu'ils faisaient après? Ben, ils retournaient et puis après, ça sera des croisades, des razzias. Comme quoi, le monde n'est pas toujours la reconnaissance n'est pas toujours faite à tous. Bref, maintenant, pour revenir, ça c'est une parenthèse, mais je vais développer ça dans une autre vidéo. Pour revenir à la tension Iran-Israël, les Iraniens donc ont baptisé les missiles des Keybar. C'est marrant, n'est-ce pas? Donc maintenant, observons les cibles. J'ai constaté que les cibles n'étaient pas justement les villes ou les civils israéliens parce que les Iraniens ont des missiles hypersoniques. Ils ont des missiles hypersoniques qui volent à 7000 km par heure, voire 10 000 km par heure en fonction de la zone où ils se trouvent. Donc, alors, les missiles de Keybar, justement, les Iraniens ont visé la base aérienne dans le désert du Negev. Or, la particularité de cette base aérienne de Negev est que, c'est marrant, c'est une base qui abrite justement les F-35 de l'armée israélienne, c'est-à-dire une base militaire stratégique dans le cadre de la sécurité d'Israël. C'est une base logée en tout cas dans le sud d'Israël, c'est-à-dire une base militaire, voilà, où, enfin, quand je parle des F-35, c'est la crème de la crème. Ils jouent dernière technologie avancée dont raffolent, dont scandent tout le temps les Américains. Comme quoi, indétectable ou bref, indétectable au radar, indétectable, je ne sais pas, euh, anti-missile, bref, tous ces genres de trucs à la con. Enfin, tu verras pourquoi je m'attarde dessus. Et les chasseurs israéliens, sur cette base, les chasseurs israéliens opèrent généralement pour mener les frappes en Iran, au Liban et en Syrie. C'est sur cette base qu'Israël utilise pour aller frapper, pour aller violer l'espace territorial des pays voisins. Donc, et les chasseurs F-16 qui avaient été utilisés pour frapper Damas ont décollé justement de la base des Negev. Donc, l'Iran a fait de la base des Negev une priorité stratégique et a utilisé 4 missiles. Bon, maintenant, d'après les médias, d'après d'après les médias iraniens, 7 missiles ont réussi à endommager une bonne partie de la base militaire. Et ce que je t'ai dit a été affirmé et reconnu par les gouvernements israéliens, notamment le ministère de la Défense. La propagande, maintenant, et c'est là que ça devient intéressant, écoute-moi bien, reste bien jusqu'à la fin. La propagande fait que Israël a minimisé les dégâts devant les caméras pour garder toujours le statut qui lui confère cette puissance, cette supériorité technologique et militaire. Bon. Maintenant, hormis cette propagande, il y a des vidéos qui ont fuité et qui ont montré le niveau d'incendie qui était d'une ampleur tellement grave que l'on se rend compte que oui, la base militaire de Negev a été impactée aux 3 quarts. Sur toute l'étendue de la base, les vidéos ont montré de l'incendie partout. Donc, il y a bien des engins explosifs qui ont été impactés. Donc, plusieurs avions israéliens étaient mis hors d'état de nuire. J'estime que cette thèse est plausible parce que quand on compare dans le passé, selon dans le mode opératoire d'Israël, à chaque fois qu'il a encaissé des attaques iraniennes ou autres, Israël engageait toujours son armée de l'air pour aller immédiatement riposter parce qu'il sait qu'il a une supériorité aérienne. Or, maintenant, cette situation ici, les F-35, c'était immédiatement, enfin, si les F-35 étaient immédiatement opérationnels, Israël, justement, aurait mis directement sa flotte de F-35 dans le cadre d'une riposte immédiate, prompte, franc, contre l'Iran. Et ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Ceci montre bien que les rituels traditionnels d'Israël
de dégainer justement ces chasseurs, envie de garder son estime, envie de garder son statut, vient d'être rompu. Maintenant, je vis maintenant des malins dire que oui, mais le contexte actuel, Michaelis, est différent parce que l'Iran est aussi militairement bien armé. Alors Israël doit réfléchir 100 fois patati patata, ou bien l'Iran est soutenu par la Russie. Bref, et les amis, c'est bien, mais il faut rester un peu logique. Oui, l'Iran est très bien armé et c'est le deuxième pays du Moyen-Orient après Israël. Donc, je le rappelle bien qu'Israël garde toujours la supériorité technologique et militaire. Donc, Israël, c'est la première armée, en tout cas au Moyen-Orient. Deuxième armée, c'est l'Iran. Donc, ici, ce que je veux signaler est que Israël, dans ces genres de situations, mettrait toujours ses chasseurs en opération quelques secondes après avoir subi une attaque. Sauf qu'ici, ça n'a pas été le cas. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Ben justement, parce que justement, leurs bijoux technologiques, les F-35, les avions de chasse des dernières générations et qui sont entreposés dans la base militaire des Negev, ont été simplement endommagés. Les F-35 sont le fleuron de la flotte aérienne dernier cri. Il n'y a pas deux comme ça dans le monde. En tout cas, cette marque. Et aujourd'hui, les États-Unis prétendent ces avions comme des bijoux de la suprématie aérienne. Donc, avec les F-35 neutralisés par les missiles de l'Iran, Israël n'a plus cette supériorité aérienne qui peut lui conférer, qui peut lui conférer la malléabilité, la flexibilité, la capacité de lancer les initiatives sur les territoires iraniens. Maintenant, il ne lui reste que maintenant que des modèles comme, il y a par exemple les B4, les F-16 et les B1. Un autre élément montrant bien que je donne du crédit en tout cas à la version iranienne hein, qui dit qu'Israël a été neutralisé. Écoute-moi bien. Écoute-moi, hein, parce que là, ça devient très, très important. Reste bien jusqu'à la fin, tu verras. Les autres villes d'Israël qui ont été impactées comme Adimona abritent aussi Adimona, une autre ville d'Israël, ça abrite aussi une centrale nucléaire. L'Iran a fait comprendre à Israël, quelques jours avant l'attaque, que l'Iran est capable de neutraliser la puissance nucléaire israélienne en 400 secondes. Ils ont utilisé des missiles Yassen 2. Je dis bien des Yassen 2, qui sont des missiles hypersoniques des dernières générations et qui leur, justement, et qui, lui, peut vraiment frapper sur les territoires d'Israël. D'ailleurs, dans la démonstration, ils ont utilisé, attention, pas le Yassen 2, mais ils ont utilisé le Yassen 1 pour montrer à Israël qu'avec les missiles Yassen, ils peuvent faire mouche, simplement. Les Israéliens qui savent, donc aujourd'hui, les Iraniens peuvent frapper, et je tiens à rappeler que tous les tirs tous les tirs ont été faits, c'est-à-dire avec des missiles balistiques. Donc, ne va pas croire à ce que l'Iran a utilisé les derniers missiles bijoux technologiques. Non, c'était 110 missiles, parmi lesquels 4 étaient des missiles hypersoniques et le reste était simplement des missiles balistiques. Moi, je me suis marré. Franchement, c'est marrant. Je me suis marré de voir comment est-ce que les médias des grands chemins et leurs experts vanter, soi-disant, l'efficacité du dôme de fer israélien. C'est la folie. Mais attends, d'abord, les Israéliens présentent un outil, la crème de la crème. Dernière génération qui n'est même pas parfaite, qui n'est même pas performant à 80%, parce qu'une base qui abrite les F-35, et je le rappelle, le dôme de fer, s'il est utilisé pour protéger, soi-disant, la population avec une base aérienne comme celle de Negev, on a des matériels de dernière génération
qui sont censés justement protéger des outils stratégiques de l'armée de l'air israélien. Donc, si l'Iran a réussi à toucher un tel bijou, ça veut dire que la défense stratégique d'Israël, soi-disant d'invincibilité, d'intouchable, est carrément mise à nu, est carrément tombée à l'eau. Hormis l'aspect des attaques avec des missiles, l'Iran, en lançant l'offensive, bah, a utilisé ses experts de la guerre électronique et il a neutralisé une bonne partie des défenses électroniques d'Israël. Ceci donc dit quoi? Que le dôme de fer, dans sa performance, n'a pas été, selon moi, hein, moi franchement, j'ai dit, n'a pas été à, à son maximum d'efficacité, d'investibilité, comme l'a toujours vanté, ou bien à l'armée, les médias des grands chemins. Et les dômes de fer, dans certaines localités, ne pouvaient plus simplement réagir parce qu'il y avait tellement de missiles et de drones dans le ciel que l'armement des défenses israéliens avait épuisé toutes ses munitions. Et je pense que la guerre électronique ici, en tout cas, a eu un rôle vraiment très capital ici. C'est-à-dire empêcher que là où, par exemple, dans la base de Negev, le matériel des dernières générations qui devrait justement être activé ou utilisé pour combattre l'attaque de l'Iran, ben, ce matériel ne soit pas efficace à 100%. Donc, à ce niveau, je note que l'Iran, ici, c'est comme un message qu'il a passé, un message subliminal qu'il a passé à Israël. Et c'est là que ça devient intéressant. Regarde, sois bien attentif, écoute bien. L'Iran a dit à Israël, vous n'êtes plus à l'abri d'une pluie, d'un déluge de missiles de notre part. Vous n'êtes plus à l'abri d'une destruction de notre part. Le danger que vous avez représenté hier par votre supériorité technologique est désormais minoré. Je ne dis pas anéanti, je dis bien minoré. Je les rappelle encore. Je ne dis pas qu'Israël est inférieur à l'Iran. Non, parce qu'Israël reste quand même la première puissance militaire technologique du Moyen-Orient. Mais le message de l'Iran est que je sais que tu es fort, tu peux m'anéantir, mais ce qui est sûr, avant que tu me finisses avec moi, avant que tu finisses avec moi, tu seras touché profondément parce que j'ai aussi la capacité de frapper fort, très fort. Tu vas me tuer, hein, mais avant de mourir, ce qui est sûr, une bonne partie de toi partira avec moi. Je ne vais pas t'anéantir, mais ce qui est sûr, je ferai, en tout cas, il y aura des victimes avant que moi je meure. C'est ça le message. Et le plus marquant, et tu as vu, c'était du jamais vu dans l'histoire. Et que hier, quand l'Iran frappe, il met les USA, les États-Unis en garde. Si vous vous mêlez de la dispute, nous allons bombarder toutes vos bases militaires en Irak. Et j'étais bouche bée. C'est incroyable parce que ceci ne s'était jamais passé dans l'histoire. C'est une première. Parce que nous avons tous constaté que les Américains s'est limité à un rôle défensif avec des réunions quasiment nocturnes. Maintenant, où sont passés les cow-boys qui dégainaient à la va-vite comme Luc Luc qui tire plus vite que son ombre? Où sont passés les cow-boys? Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont déployé le porte-avions Macken, un truc comme ça, en bref. Et ils ont déployé le Eisenhower. Pourquoi donc? En fait, les Américains ont intercepté des missiles de l'Iran à partir du territoire de la Jordanie et d'autres pays alliés autour. Oui, et ils ont tiré plus de 100 missiles et 300 drones, mais Israël se vante de d'hommes de fer par-ci par-là. Nous, d'hommes de fer, c'est parce que à partir de la Jordanie et d'autres pays alliés, il y a des Américains qui ont tiré des missiles d'interception pour essayer d'annuler une bonne partie des rêves. Voilà pourquoi Israël s'est vanté comme ça. Ça n'aurait pas été ça, mais les objectifs d'Iran auraient été à 100%. C'est parce que la Jordanie a offert son territoire, a offert son feu vert
aux États-Unis pour qu'ils lancent à partir de son territoire des missiles afin justement d'intercepter certains missiles iraniens. Et maintenant, les médias de grand chemin veulent nous faire croire que non, c'est l'investibilité. Aucun missile n'a touché le sol. Partati par là. Et on n'est pas des cons. Hein. Et ils vont même sortir maintenant, voilà pourquoi j'appelle la propagande, ils vont maintenant sortir des vidéos comme quoi, faites attention, il s'agit d'intox, par-ci, par-là. Les vidéos qui circulent comme quoi une base militaire israélienne est en train de brûler, c'est une vidéo qui date d'il y a 30 ans, par-ci, par-là, c'est une fausse rumeur, par-ci, par-là, de trucs comme ça à la con. Faites attention, faites très attention. Ça, c'est de la propagande. Ça. On veut en fait désinformer, c'est ce qu'on appelle une désinformation collective, garder la vérité pour eux et on désinforme le reste de la population. Voilà. Voilà le monde dans lequel. Voilà pourquoi certains missiles de l'Iran n'ont pas pu atteindre aussi certains objectifs israéliens. Parce que les États-Unis n'ont pas pu lancer des frappes même punitives ou préventives. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi, c'est eux qui le faisaient avant. Et là, c'est aussi, ça c'est un message fort. J'ai dit bien message fort parce que quand tu compares la qualité des missiles qu'a utilisé l'Iran, donc des missiles basiques, hein, de faible qualité, comparé à ce qu'Israël, en tout cas, en termes de défense, possède, et que malgré ça, Israël a été touché. Et aussi que les États-Unis d'Amérique soient incapables d'aller immédiatement riposter et se limitent au rôle simplement des médiateurs afin d'empêcher un embrasement. Hein? Waouh! Et moi, j'ai dit waouh, parce que ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et rien que dans ce mode opératoire, le respect d'une certaine posture défensive par les États-Unis, l'attitude, tu vois aussi l'attitude du freeze, l'attitude de on regarde, mais, bon, on regarde de loin, mais on fait bouche bien. Dès la Grande-Bretagne, par exemple, et nous le savons tous, comment est-ce que la Grande-Bretagne aime bien monter au créneau, hein, gonfler ses muscles. La Grande-Bretagne, on sait comment est-ce qu'il est dans le passé, pouvoir soutenir Israël. Mais qu'est-ce que la Grande-Bretagne a fait? Il s'est limité simplement à faire décoller ses chasseurs Typhoon depuis la base de Chypre, mais s'est contenté essentiellement aux actions défensives. Quand tu observes la coalition de l'OTAN qui semble neutralisée par l'Iran, ça, c'est un message fort, les amis. Ce qui se passe, et voilà pourquoi j'adore la spiritualité africaine. En fait, la planète Terre, la planète Terre et même le cosmos en général est en train de traverser des cycles en termes d'énergie. Et ces cycles sont justement divisés en 12 phases. Et ceci, c'est très bien expliqué dans dans la spiritualité africaine. Donc, nous nous retrouvons maintenant depuis au moins 2000 ans dans le signe du zodiaque de poisson, dans l'ère du poisson. Et l'ère du poisson est en train justement de prendre fin pour laisser place à l'ère des Verseaux. Hein? On passe de l'énergie basse à l'énergie haute. Hein? L'énergie d'abondance, l'énergie de fertilité, l'énergie, euh, voilà, une énergie vraiment supérieure. Et maintenant, donc, le travail, je te l'avais dit. Donc, je disais rapidement qu'on quittait l'heure de poisson. L'heure du poisson est en train de prendre fin pour laisser place à l'heure de Verseau. L'heure de Verseau qui est justement l'ère d'une énergie supérieure. On quitte de la basse énergie vers la haute énergie. Et l'ère du poisson, justement, est l'ère où a régné l'énergie de basse fréquence. Donc, durant cette ère, c'est l'Occident qui a dominé le monde avec son narratif mensonger. Et tous les fléaux néfastes, esclavage, démocratie, guerre mondiale, colonisation, bref, tout, destruction de la nature, tout ce qu'ils ont dû propager et aussi même le narratif intellectuel, le narratif d'éducation, la religion, le catholicisme, la religion musulmane, tout ça. Donc, ce sont des heures dans lesquelles l'Occident, le Moyen-Orient, ils ont dominé.
Aujourd'hui, maintenant, il y a une modification de l'environnement énergétique de la planète et de l'espace qui fait que certaines choses qui étaient possibles avant ne le sont plus après. Historiquement, à chaque fois, il y a changement d'air, des signes du zodiaque. Cela sous-tend que certaines civilisations vont disparaître et certaines puissances vont disparaître. Et pourquoi est-ce qu'elles vont disparaître donc? Elles disparaissent parce que certaines énergies de l'ère nouvelle ne correspondent plus aux énergies qui leur ont permis justement de prospérer. Donc, dans l'ère du poisson, qui est l'ère où a régné l'énergie des basses fréquences, et l'ère où a régné et prospéré en maître les civilisations qui n'avaient pas de respect pour la nature, qui n'avaient pas de respect pour l'humain, bref, qui n'avaient pas de respect pour la vie en général. Dans notre exemple, tu comprends bien qu'il s'agit de l'Occident, qu'il s'agit du Moyen-Orient. Dans l'ère du poisson, l'acte que l'Iran a commis aurait été sanctionné, j'ai dit bien immédiatement, par la coalition de l'OTAN, qui aurait immédiatement riposté par des frappes punitives et défensives directement dans le territoire iranien, quitte à ce que des gens, des enfants meurent, ils n'ont rien à foutre. Regarde simplement ce que Israël est en train de faire justement à la bande de Gaza. Mais le même Occident, à la fin de l'ère du poisson, début de l'ère du Verseau, a pris une tournure que personne n'aurait jamais cru ou bien même imaginé, même dans ses pensées. Les injustices de l'ère du poisson ne seront plus valables, ne seront plus possibles justement dans l'ère du Verseau. Et la spiritualité africaine est d'une logique impeccable. Je dis bien impeccable. C'est de la science à l'état pur. Depuis plus de 200 000 ans, depuis plus de 200 000 ans, et pour être bon, l'être humain existe. Bon, quand je dis 200 000 ans, normalement, l'homme, l'être humain, l'homme noir, la femme noire existe depuis, sur cette planète, depuis l'humanité, depuis 350 000 ans. L'homme blanc est apparu 50 000 ans de notre ère. C'est-à-dire, quand je te passe 50 000 ans de notre ère, avant Jésus-Christ. Je ne commence pas à compter à partir de Jésus-Christ. Donc, depuis plus de 200 000 ans, avant l'homme de race blanche, justement, l'homme noir étudiait déjà ces phénomènes cosmogoniques que l'Occident aujourd'hui a dépeint comme mythologie, sorcellerie, pour éloigner justement l'Africain de sa propre spiritualité et aller embrasser quoi? Des dieux imaginaires. Allah, 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 Allah Akbar, ou bien aller embrasser Jésus-Christ, 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 qui n'a même pas existé. On n'arrive même pas à avoir des fouilles archéologiques qui montrent le passage de Jésus-Christ ou quoi que ce soit. Il n'y a pas. Mohamed n'a jamais existé. Montre-moi le tombeau de Mohamed. Il n'y a pas. Montre-moi les traces de Moïse ou quoi que ce soit, Mont Sinaï. Ça n'existe nulle part. Montrez-moi Abraham ou quoi que ce soit. Ça n'existe nulle part. Montrez-moi David ou quoi que ce soit, machin, nulle part. C'était tous des contes, des faits pour endormir les gens africains. Les Africains, ça font pitié. Je peux comprendre, moi, l'arabe, qui pratique sa religion, parce que nous, en Afrique, il n'y a pas de religion. Nous, c'est la spiritualité qu'on a fait. La spiritualité, c'est le respect de tout ce qui est vivant. C'est l'étude de tout ce qui est vivant. Mes ancêtres étudiaient, voilà, les planètes, étudiaient la nature, étudiaient, bref, c'est tout ce qui est vivant. Je peux comprendre que d'autres peuples viennent avec avec leur idéologie, puissent prétendre s'inventer des trucs, une certaine religion, afin de pouvoir avoir une certaine, voilà, une estime ou bien un statut ou bien comme quoi ils existent. Ça, c'est leur truc. Mais quand je vois Africains qui se mettent à embrasser d'autres dieux, ou Jésus, ou chrétiens, ou musulmans, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait. La peau noire existe depuis 350 000 ans. 350 000 ans. La peau blanche existe depuis simplement 50 000 ans ici. Dernièrement, 50 000 ans. L'être humain noir a peuplé le monde, l'Asie, a peuplé l'Europe, a peuplé l'Amérique, Europe, même Europe, qui veut dire une ancienne déesse
Europe. Europe, Athéna, c'est une femme noire. Je sais, oui, 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 je sais, la manipulation occidentale a fait en sorte de pouvoir blanchir l'histoire et tout comme ça. Bref, il y a même, regardez même dans l'ADN, il y a même des blancs, il y a même des blancs ici qui ont fait des tests d'ADN, qui ont découvert, moi j'ai lu ici à Anvers, elle a découvert que elle venait, ses origines, son ADN a été découvert, enfin, découvert qu'elle provenait, elle est blanche, hein, blanche, blanche, blanche de ses blanches, qu'elle venait du Congo, Nigeria et une partie du Soudan. La famille a découvert ça. Et maintenant, comment ça se fait? L'ancêtre de l'Empire britannique euh, en Angleterre, on l'appelait Chaval, un ancêtre qui date de plus de 40 000 ans avant notre ère, était noir. Les Anglais étaient sous les chocs et découvrir que non, c'est pas possible, que notre ADN, nos anciens trucs étaient des noirs. Mais la machine géopolitique a fait en sorte de pouvoir blanchir l'histoire ou bien de pouvoir éclipser ces genres d'informations. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une politique à chaque. Tout est politisé, tout est géopolitisé. Bref, ça, c'était juste une parenthèse. Pour ceux qui réunissent leur spiritualité, quoi qu'il en soit, la nature s'occupera de vous. Bref. Donc, la riposte de l'Iran montre que l'hégémonie de l'Occident est tombée. C'est fini. Enfin, pas fini, fini, mais il commence à s'affaiblir. Une personne que je connais bien a dit que mon analyse était hâtive. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre, hein, tant qu'on vit toujours avec le mythe de l'États-Unis glorieux, de l'États-Unis, des États-Unis invincibles, l'Amérique invincible ou ce genre de trucs. Oui, ça, je peux comprendre. Ça, c'est Hollywood qui a mis ça justement dans notre esprit pour maintenir toujours notre esprit basse, pour maintenir notre esprit inférieur. Mais hier, là, l'Iran a testé la capacité de l'OTAN. Mais est-ce que tu sais que c'est que ça veut dire le culot? Est-ce que tu sais même les culots d'aller menacer les États-Unis en disant que si vous osez vous mêler, je vais vous bombarder? Je paraphrase. Hein? Non, mais, va faire ça dans les années 2000. Et un pays qui ose dire ces gens de balivernes disparaît directement de la surface de la Terre. Ça, c'est sûr. Par où déjà vas-tu commencer pour pouvoir même imaginer cela? Hein? Ce que l'Iran a fait, c'est de tester l'OTAN. L'Iran passe ce message parce que les puissances qui sont en train de défier militairement l'OTAN agissent aussi désormais en synergie. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. La Russie, par exemple, a lancé dernièrement un déluge d'attaques sans précédent, du jamais vu auparavant. Tous les ciels ukrainiens étaient en feu parce que la Russie, justement, a lancé des missiles pour aller bombarder tous les ponts qui relient l'Union européenne à l'Ukraine. Comme quoi, on bombarde les ponts parce qu'on ne veut plus d'approvisionnement pour les forces ukrainiennes. C'était du jamais vu. Et cette information est capitale parce qu'elle envoie aussi un autre message comme quoi si les Américains commencent un conflit de grande envergure au Moyen-Orient, la Russie est en train de dire que nous allons aussi abréger la vie des forces ukrainiennes, comme nous l'avons fait avec Hitler. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le message qui est passé. Ministère de la Défense. Donc, de l'autre côté, les forces synergiques dont je te parle, ben, le ministère de la Défense chinois s'est réuni urgemment pour traiter le cas de Taïwan, qui a annoncé que les Chinois veulent désormais récupérer l'île. Pourquoi penses-tu que tous ces événements sont en train de s'aligner bizarrement? Tu as la Chine de l'autre côté, qu'à Taïwan. Pourquoi? Parce que Taïwan a fait une déclaration. Ah bon, la Chine veut envahir. Les États-Unis ont envoyé quoi? Un porte-avions. Et la Chine s'est réunie directement en alerte. Tu penses que c'est du hasard? Et la Corée aussi a dit à son armée d'être prêt. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la Corée du Nord a demandé à son truc d'être prêt? Et avant leur attaque, la Russie, une pluie de déluge de missiles. C'est phénoménal. C'est du jamais vu. Jamais vu. Rien n'est au hasard. Et c'est pour cela que j'ai annoncé au tout début, les éléments annonciateurs d'une troisième guerre mondiale sont déjà définis là. Sauf qu'ici, ce sont des guerres en fait localisées. Les forces qui s'affrontent sont déjà identifiées, ça c'est clair. Les blocs sont déjà créés et concentrés. Maintenant, chacun maintenant se prépare à sa façon. Maintenant, après l'offensive hier de l'Iran, l'OTAN a conscience qu'elle a été testée en Israël. Le Conseil de sécurité a donné plein de droits, plein de pouvoirs à son chef d'état-major, au ministère de la Défense, de lancer directement la riposte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? As-tu suivi la réaction de Joe Biden,
président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en mondiovision, déclare qu'Israël a souvent des réactions irrationnelles. Il faudrait qu'Israël apprenne à se calmer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est Joe Biden. Comprends-tu qu'est-ce que cela signifie? Donc, les États-Unis gardent le corps des Israéliens. Donc, les États-Unis ont compris que cette fois-ci, si Israël réagit comme à son habitude, nous allons être perdants. Nous allons être des perdants. Il n'y a pas de doute ici. Les États-Unis ont senti que ça pue du caca et que ça sent la fin. S'ils se mettent à jouer encore au cowboy ou ce genre de trucs, non, 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 non. Déjà qu'en Afrique, ils sont en train d'être chassés. Et en plus, tu veux réagir, toi, Israël, tu veux réagir pour pour faire embraser le Moyen-Orient. Et alors que nous, on est en train de mourir, on n'arrive pas à pénétrer, on n'arrive pas à anéantir l'ours russe. Et calme-toi, calme-toi. Et il ne sait même pas si en Chine, la Chine risque de riposter ou de l'envoyer, ou bien que la Corée lui. Ah non, ici, non, non, non. Là, tout va en douille. Tout va en douille, il faut se calmer. Calmons-nous un peu là, histoire de comprendre ce qui se passe. Où est-ce qu'on met les pieds? Le porte-parole du Pentagone a prévenu qu'il faut faire attention parce que la Russie vient de monter en puissance à un niveau extrêmement dangereux. La logistique de la Russie en termes d'obus, écoute-moi bien, en termes d'obus, est passée de 1000 obus par jour. Et elle a au moins 1 an de réserve dans ses bases militaires. La Russie est passée, c'est-à-dire la Russie est en train de bombarder, d'utiliser 1000 obus par jour. C'est-à-dire que la Russie peut lancer 1000 obus sur la France pendant 1 an. La Russie peut lancer 1000 obus sur l'Angleterre pendant 1 an. 1000 obus par jour sur l'Angleterre pendant 1 an. La Russie est capable de lancer 1000 obus par jour sur l'Allemagne pendant 1 an. 1 an. Mais tiens-toi, ce n'est pas fini. Dans tout ça, tu sais quelle est la capacité de production de la France? C'est marrant. C'est marrant. Laisse tomber. On passe. Bref, actuellement, et c'est pas fini parce que les industries russes ici, c'est pour cela que l'armée américaine vient d'alerter. Enfin, le porte-parole de la Maison Blanche vient de déclarer, d'annoncer l'alerte parce que la Russie actuellement est passée, entièrement où moi je suis en train de tourner cette vidéo, est passée à une production de 10 000 obus par jour. 10 000 obus par jour pour un seul pays. Pose-toi la question. Pourquoi autant de surproduction? Ah, peut-être pour aider, peut-être pour, en termes d'échange, pour aider le Sahel, les pays de l'AES. Pourquoi autant de surproduction? La Russie est passée de 1000 obus par jour à 10 000 obus par jour dans ces industries. L'OTAN octroie une aide à l'Ukraine équivalent à 400 000 obus, histoire de tenir simplement pendant quoi? 2 ou 3 mois. Maintenant, si tu es fort en mathématiques, je te laisse calculer et toi-même, va faire la comparaison et tu verras. Donc, ce qui se passe dans la géopolitique actuelle, c'est c'est aussi, c'est vraiment excitant et effrayant en même temps. Parce qu'il suffit qu'un petit rien se déclenche pour que tout pète, pour que tout pète, ces amis. Et de l'autre côté, justement, lorsqu'Israël avait attaqué l'Iran, puis l'Iran a promis une riposte, eh ben, au même moment, la Corée du Nord était aussi en alerte maximale. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à son armée d'être prêt. D'être prêt, mettez les missiles, service prêt à l'emploi, prêt à l'attaque. Pourquoi tout ça? Mais ça, on ne te montre pas ça. Hein. Les médias des grands chemins, ces genres d'informations, on ne le relaye pas. Hein. Pour ça, il faut aller dans d'autres médias comme Pushnik ou bien Al Jazeera, d'autres médias alternatifs en tout cas. C'est là qu'on divulgue ces genres d'images, mais tu seras surpris quoi en fait. Donc, on constate en tout cas que les blocs sont déjà formés et prêts. Les BRICS, il faut savoir, les BRICS, certes, c'est une coalition euh, économique, mais attention, c'est une coalition militaire non déclarée, non officielle. Ah oui, parce que tu veux protéger mon argent. Si je te laisse, si je laisse mon partenaire ou qui j'essaie, qui me ramène de l'argent, se faire envahir, donc je vais perdre mon argent. Non, il faut que je le défende. On va le comprendre. L'économie militaire. Une force économique, d'abord, il faut une force militaire pour protéger cette force économique. Donc, les coalitions sont déjà là, sont déjà formées. Et maintenant, il suffit d'un rien pour que tout pète. Mais en tout cas, bref, ça, en tout cas, c'est mon analyse de la manière dont je vois les choses. Et toi, je voudrais moi aussi que tu puisses me dire, toi, comment est-ce que
de ton côté, comment est-ce que toi, tu vois, comment est-ce que les choses vont s'embraser? Parce que je vois déjà ici, déjà récemment, il y a même des publicités sponsorisées sur YouTube, sur Facebook, comme quoi il faut que tout le monde se réunisse pour aller justement, pour que l'ONU sanctionne l'Iran à cause des bombardements qu'il a fait sur Israël. Regarde-moi ça. Mais, les amis, franchement, moi, je ne comprends pas. La vérité est là dans tes yeux. On a bien vu comment est-ce qu'Israël est parti provoquer. Et l'autre s'est défendu. Et il s'est défendu conformément aux accords des articles institués par l'ONU, l'article 51. Et puis on dit que non, c'est une attaque. Mais le gars s'est défendu, c'est tout à fait logique. Mais on fait croire que non, c'est l'Iran qui est venu agresser. Tu vois l'empire du mensonge? Tu vois l'empire du mensonge et ça te montre qui dirige ce monde. Mais toi, tu comprends. Qui dirige ce monde? Qui dirige ce monde va suivre où va l'argent? Qui donne l'argent à ces politiciens de pouvoir voter de tels genres de lois? C'est là que tu comprendras qui dirige ce monde. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Et n'oublie pas, souviens-toi de mettre like, de supporter cette chaîne et de t'abonner directement. De t'abonner directement, histoire de pouvoir montrer à l'algorithme qu'il ne s'agit pas d'une chaîne fake, qu'il ne s'agit pas d'une chaîne intelligence artificielle, non? On est des vrais humains. Ciao, ciao.